Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Let's Talk. Je reçois aujourd'hui un invité qui nous vient d'assez loin, d'Amérique du Nord. Il s'appelle Daryl Barnabo. Il est conseiller aux futurs étudiants internationaux. C'est une section du vice-rectorat aux études et à la formation de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Et il est là pour nous parler d'un cycle préparatoire scientifique canadien dont le partenariat de création a été signé avec le groupe scientifique Sigma à Lomé. Bonjour Ewaison. Je ne sais pas si vous êtes habitué à l'expression bienvenue à Lomé, bienvenue à New World. Ben oui, effectivement, écoutez, merci à vous. Waison, ça fait longtemps effectivement que je l'ai eu, mais si je me rappelle bien, c'est Waison Lo, quelque chose comme ça. Waison Lo, effectivement. Effectivement, oui. D'accord. Ah ben, les souvenirs sont là. Très bien. Bienvenue en tout cas. Nous parlions de ce partenariat scientifique qui a été signé entre le groupe scientifique Sigma et l'Université du Québec à Trois-Rivières. Qu'est-ce que cela signifie très concrètement? Parce que j'ai cru comprendre que c'est une promesse et un engagement vis-à-vis de la jeunesse, mais que pouvez-vous en dire de façon beaucoup plus concrète? Alors, tout d'abord, merci pour cette opportunité que vous nous donnez de nous exprimer sur ce partenariat. Vous savez, je viens de l'Université du Québec à Trois-Rivières, donc une université canadienne, québécoise, qui reçoit donc des étudiants internationaux. Alors, pour nous, ce n'est pas uniquement recevoir des étudiants qui nous intéressent, c'est de nous assurer que cette jeunesse qui vient chez nous, diplôme, revienne avec des compétences, revienne pour participer au développement économique donc de chez eux. Donc pour nous, la question de la compétence est primordiale. Alors, j'en viens au partenariat. À la base, les étudiants qui arrivent dans nos universités, ils ne sont pas préparés. Ils arrivent, on va dire, ils sautent une étape concrète, ils arrivent et ils doivent passer à travers un cursus et on espère qu'ils réussissent. Les statistiques démontrent qu'un étudiant sur 5 ne diplôme pas dans le temps imparti. Alors, c'est bien beau à l'étranger de vouloir des étudiants qui arrivent et remplissent leur banc de classe. Ce que nous souhaitons, c'est des étudiants plutôt qui réussissent et concrètement, qui soient fiers de ce parcours et surtout que les parents qui investissent, ils voient la raison pour laquelle ils ont investi. Et c'est pour ça que nous avons créé un partenariat pour nous assurer, avant que les jeunes ne partent, nous avons délocalisé une de nos années, donc ici à Lomé, pour préparer les étudiants sur 2 volets. Un académique et un au niveau des ateliers. C'est ce à quoi je voulais en venir très concrètement, parce que souvent quand on parle d'année préparatoire, pour beaucoup, ça revêt la nécessité, par exemple, juste d'apprendre la langue, ou alors de s'adapter pendant quelques années, rattraper des cours sur lesquels on n'avait pas été très bon. En quoi consiste très concrètement cette année préparatoire? Est-ce que c'est vous qui la menez? Est-ce que c'est votre partenaire Sigma qui mène la danse? Comment ça se passe concrètement? Alors, je vais reprendre votre expression, c'est Sigma qui va mener la danse. Les contenus viennent de l'UQTR. Ils ont été conçus par l'UQTR. Donc, un cycle ingénieur est fait sur 5 ans. La première année, donc, de notre année préparatoire intégrée à l'UQTR est délocalisée ici, donc à Sigma. Ça veut dire que les enseignants de Sigma sont formés pour enseigner notre année ici à Lomé. À travers ces ateliers, des cours déjà académiques qui sont faits, il y a des ateliers qui vont s'y ajouter. Des ateliers pour lesquels nous, on va intervenir également. On parle de partenariat, le partenaire a besoin d'avoir une latitude. Oui, et nous, on intervient pour la portion des ateliers qui concernent principalement tout ce qui touche l'ingénierie et les sciences pures appliquées. C'est de là que naît ce partenariat en termes, oui, de compétences spécifiques à aller chercher pour l'école d'ingénierie et d'ateliers qui sont comment fonctionne un jeune Québécois, donc un jeune Togolais, futur étudiant donc à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Donc ça comprend à la fois la formation académique, mais une espèce d'immersion également lente dans la vie quotidienne au Québec, si je comprends bien. On va plus loin. On ne fait pas juste informer les jeunes de comment ça se passe chez nous. On les met en situation. Ils vont avoir des ingénieurs qui vont leur parler de chez nous. Ils vont avoir des ateliers qui vont leur dire c'est quoi être ingénieur, comment devenir ingénieur, comment être étudiant, comment gérer les horaires quand on est de l'étranger, c'est quoi un stage à l'étranger, comment tu dois faire pour avoir un stage, comment tu dois trouver ton stage, comment travailler en équipe. Vous savez, nos formations, surtout en ingénierie au Canada, on parle d'un minimum de 50% pratique. Donc, quand ils arrivent dans ce monde où ils n'ont pas été effectivement habitués à ce volet beaucoup plus pratique, il faut effectivement qu'ils prennent la balle au bon
Et nous, on va s'assurer que la première année, il y a suffisamment d'immersion et de mise en pratique pour qu'ils soient le plus à l'aise et que ces statistiques dont je parle, elles puissent se renverser. Nous l'avons déjà renversé puisque l'année préparatoire est déjà dans d'autres pays que nous avons mis en place. Au-delà de l'aspect préparation intellectuelle, préparation sociale, psychologique, même pourquoi pas à l'intégration à la vie au Québec, comment ça se passe sur le terrain? Combien ça coûte? Comment sont sélectionnés les étudiants qui sont retenus pour cette année préparatoire? Alors, j'aime bien la question du coût parce que l'idée a été pensée justement pour apporter une échelle, une économie d'échelle justement aux parents aussi. Une année aux études au Canada, c'est entre 17 et 25 000 $ par année à payer. 17 000 à 25 000 $ canadiens. Canadiens. Très bien. Donc, qu'on paye quand on va au Canada. Oui. Les étudiants qui font l'année préparatoire, ils vont payer environ 3 millions ici. Donc, on est loin du 17 000 $ canadiens. Vous comprenez? Donc, c'est une scolarité ici, à Sigma, qu'ils payent. Donc, pour nous, c'est un message fort qu'on lance aux parents de dire vous avez un an pour préparer l'environnement financier qu'il faut pour l'enfant qui va partir à l'étranger. Vous avez un an au niveau académique pour le jeune pour vous habituer au système canadien parce que chez nous, c'est complètement différent. On va probablement l'aborder, mais nos jeunes travaillent depuis l'âge de 16 ans, pas les vôtres. Nos jeunes gèrent leur budget depuis l'âge de 16 ans. Pas les vôtres. On a souvent des stages d'observation, mais ça n'a rien à voir effectivement avec un stage en entreprise. Vous l'avez dit, d'observation. Oui. Les nôtres, ils sont en emploi, voyez-vous. Et quand ils arrivent sur les bancs donc d'université, ils ont une complète autonomie. Pas les vôtres quand ils arrivent, vous comprenez? Les vôtres qui deviennent les nôtres. Et quand ils sont sur le campus, c'est toute cette adaptation, cette acculturation, ce temps qu'ils n'ont pas qui devient un problème. Donc, ils ne sont plus là pour étudier. Ils sont là pour essayer de sortir la tête de l'eau et plus tard, trouver leur marque pour les études. Forcément, si le cycle est en 5 ans, ils le font en 6, 7, voire 8. Et qui paye en arrière? Et la plupart d'entre eux, quand ils voient qu'ils ne sont plus capables, ils changent de programme. Mais changer de programme, on dirait pour le parent et pour le jeune, c'est un recommencement à zéro. D'accord, mais les 3 dernières années en arrière, qui a payé? Et où cet investissement-là? On reprend avec quels moyens financiers? Et vous savez, au Canada, on ne peut pas dire j'arrive et je vais travailler pour payer mes études. Non, ça c'est pas possible. Du moins pas la première ni la deuxième année. Les autres années, oui, parce que l'étudiant peut quand même travailler un 24 heures semaine pour aller chercher au-delà de 24 000 $. Mais les premières années, il faut quand même les assurer. Nous allons revenir sur cette partie, autorisation ou pas pour les étudiants de travailler, mais est-ce que la formation préparatoire que vous ouvrez à Lomé ne concerne que les étudiants qui sont au Togo? Est-ce qu'il y a la possibilité, je m'explique, d'associer à cela des étudiants venant du Bénin, pourquoi pas, du Ghana ou du Cameroun, pourquoi pas? Alors, pour nous, une année préparatoire n'est pas exclusive aux étudiants togolais. Elle est exclusive à notre partenaire, c'est-à-dire nous n'ouvrirons pas une autre année préparatoire dans un autre établissement, à Lomé par exemple. Nous avons un partenaire de choix, Sigma, qui fait un excellent travail avec ses étudiants. Je pense que je n'ai pas besoin de vous convaincre là-dessus. Et j'aime à dire, sur 10 partenaires qu'on va rencontrer, souvent on en rencontre 1 ou 2 de sérieux, de conformes, ou les conditions. Et c'est ce que nous avons trouvé avec Sigma. Donc pour nous, cette exclusivité-là va être avec Sigma. Les étudiants seront de Lomé, de l'ensemble du territoire togolais, du Burkina Faso, du Bénin, d'Accra, bref, peu importe la provenance de l'étudiant, ce ne sera pas un problème pour nous. L'essentiel pour nous, c'est que cette année serve concrètement à ce que l'étudiant se rende compte de l'environnement dans lequel il va aller en ayant les outils. Et pour les parents, c'est la poche qui parle, c'est pas compliqué, de se préparer financièrement à ce que l'enfant va aller vivre de l'autre côté. Vous savez, ces dernières années, les étudiants africains, de façon générale, ont eu l'impression que l'Europe devenait une forteresse impénétrable pour eux. Traditionnellement, c'était la destination de nos étudiants. Tout à fait. Quand ils partaient des anciennes colonies françaises, la tendance était d'aller en France, d'aller en Allemagne, d'aller, bref, dans les pays européens.
Aujourd'hui, on a l'impression que les portes sont fermées et que l'on cherche des débouchés ailleurs et que parmi les pays qui peuvent constituer un débouché, il y a le Canada et notamment le Québec. Est-ce que c'est comme ça que vous le vivez de votre côté? Oui et non. Certes, le Québec veut je dirais, une population qui vient, mais qui soit active. Et voyez-vous, quand je vous donne encore là, je reviens à mes statistiques, nous voulons éviter, et c'est pour ça que le gouvernement canadien, effectivement, a resserré, ses portes. Les conditions d'entrée. Les conditions d'entrée et autres. Et d'ailleurs, et même de séjour. Et de séjour. Et nous nous sommes vus un peu comme ne voulant pas que les étrangers, les internationaux. C'est l'impression que le Premier ministre canadien a donné en arrivant, le nouveau Premier ministre. Oui. Alors, il faut croire que la réelle intention en arrière, c'est de s'assurer que les gens qui ont je vais dire ça comme ça, une réelle histoire, si on parle de l'académie, que ce soit ces gens-là qui arrivent. Je m'explique. Lorsque vous avez votre classe de terminale de compléter, vous avez votre bac, vous faites une année préparatoire pour laquelle s'ensuit une formation directe au Canada dans une université, ne pensez-vous pas que l'histoire est crédible? C'est là qu'on va chercher une réelle poursuite d'études de l'étudiant. Lorsque vous arrivez dans un cursus où vous avez, ça fait, je vais dire n'importe quoi, 2 ans, vous avez eu votre bac, vous arrivez, puis là, vous décidez d'aller faire une formation dans un domaine... Il faut convaincre l'agent d'immigration du pourquoi est-ce que, après 2 ans d'arrêt, il ne s'est rien passé, vous voulez aller au Canada, et même nous, on va la questionner, cette absence-là. Donc, il y a tellement de cas de figure pour lesquels la population ne comprend souvent pas pourquoi il y a eu un refus. Alors, le Québec a toujours été un pays une province qui sélectionne. Donc, les universités... Pour pratiquer l'immigration choisie, comme dirait quelqu'un. Clairement. Oui. Et c'est le mot qui est employé. Oui. Et c'est de là également que les universités font la même chose, parce que nous avons des quotas pour lesquels le nombre d'étudiants internationaux doivent arriver donc chez nous. Et nous, le choix que nous avons fait, c'est qu'en ayant un quota au niveau des étudiants internationaux, nous pouvons implanter des années préparatoires pour faire rentrer le nombre d'étudiants que nous souhaitons, voyez-vous, qui vont obtenir le CAQ et le permis d'études. Donc c'est là où... C'est quoi le CAQ? Le certificat d'acceptation du Québec. Effectivement, nous avons le Canada et nous avons les provinces. Donc la province du Québec qui a également son mot à dire. Donc c'est de là où nous avons choisi à l'université de créer ces années préparatoires donc dans divers pays pour s'assurer des contingents qui vont arriver chez nous. Et par cette sélection, on sait qu'il va arriver, on connaît l'histoire dans le sens, ils viennent de tel établissement, ils ont eu tel parcours, ils répondent aux conditions d'admission de chez nous et ils peuvent effectivement rentrer donc dans nos universités puisque après l'immigration fédérale, elle nous demande de valider les admissions que nous avons faites avant de leur octroyer donc les permis d'études qui sont nécessaires. Vous savez, vous avez un grand voisin qui s'appelle les États-Unis d'Amérique. Oui. Et qui a eu une volonté de restreindre. Il y a même une liste de pays dont on a restreint l'accès des citoyens aux États-Unis. Est-ce que quelque chose de similaire existe avec le Canada? Vous m'avez dit qu'il y a des quotas, mais avez-vous revu à la baisse le nombre d'étudiants que vous accueillez en provenance des pays africains notamment? Non, ce n'est pas revoir à la baisse. On revient encore sur pas le critère, mais le contexte de sélection. Vous savez, il y a je dirais il y a 2 ans, 3 ans, quand il y a eu une fausse nouvelle que les études étaient gratuites, au Canada, nous recevions des dizaines et des dizaines de milliers de demandes d'admission. Mais ce n'étaient pas des candidatures qui avaient réellement l'intention d'étudier. Tout le monde s'essayait, si vous me permettez l'expression en bon québécois. Alors, pour nous, ça a fait travailler nos services, tous nos départements pour se rendre compte finalement que non, c'était pas des demandes fantaisistes. Exactement. Oui. Alors, c'est une des raisons pour laquelle nous avons opté, adhéré et effectivement choisi de faire cette sélection. Mais au-delà d'eux, c'est clairement cette initiative est mise en place pour s'assurer que les candidats viennent diplômés. Oui. Vous savez, nous, on ne parle pas nécessairement, oui, c'est un diplôme qui viennent chercher chez nous, mais on va plutôt miser sur les compétences qui viennent chercher chez nous. Alors, quand on voit un établissement comme Sigma, qui dès leur jeune âge, les jeunes sont formés à ce qu'ils acquièrent des compétences. Quand on va voir au niveau des années préparatoires où ces jeunes vont également, au-delà donc des maths, physique, bio, qui vont aller chercher, être mis dans un contexte des mises en situation, recevoir des ateliers et autres, donc réaliser que c'est l'ensemble des compétences qu'ils doivent aller chercher chez nous, ils commencent à les apprendre là.
ben, je pense qu'en arrivant, ils sont moins dépaysés. D'accord. Maintenant, parlons de la façon dont les étudiants sont accueillis, formés et peuvent éventuellement rentrer. Est-ce qu'il y a un contrat qui est signé entre les étudiants et vous pour dire à la fin de votre formation, vous devez rentrer parce que vous n'avez aucune possibilité de vous installer au Canada, ou alors vous pouvez le faire, mais il faudrait que vous ayez quand même une espèce de reconnaissance, de retour sur investissement, à la fois pour vos parents et pour votre pays. Laissez-moi prendre l'exemple de ce que nous avons fait dans d'autres pays. Avec la Côte d'Ivoire, par exemple, nous avons des étudiants qui viennent effectivement au Québec. Une portion des étudiants est financée par les bourses donc de l'État. Et effectivement, ils ont un contrat qu'ils signent en disant, ben, ils viennent à la suite de leur formation, même s'ils vont chercher une année, par exemple, ou deux de compétences chez nous, à la suite de leur formation, ils reviennent quand même en Côte d'Ivoire pour effectivement donner X années de leur pays, à leur pays. Bon. Nous avons poussé, et avant d'aller revenir ici, il y a une autre portion qui, elle, quand elle vient, où elle est financée par leurs propres moyens ou par les parents, dans le fond, qui, oui, ont un certain intérêt, donc de rester au Québec, mais nous, dans notre entente avec, je veux dire, les parents ou les étudiants, c'est de leur montrer aussi cette plus-value de retourner. Par contre, nous n'avons pas le levier pour, et on s'en est créé un. Oui. Lorsqu'on crée des partenariats avec Sigma, par exemple, ou avec d'autres partenaires, c'est d'organiser des initiatives qui démontrent aux étudiants qui partent qu'un retour est possible. C'est-à-dire, sur un cycle d'ingénieur, je parle beaucoup de l'ingénierie, mais il y a aussi des sciences pures et appliquées, hein, la biochimie, la biotechnologie, etc. Oui, j'ai vu que vous êtes même dans les sciences humaines, exactement. La biologie. Tout à fait. Par contre, ce projet est vraiment destiné aux sciences pures et appliquées et à l'école d'ingénierie. Alors, quand on regarde au niveau des étudiants qui s'en vont, avec Sigma, nous nous sommes dit, sur 5 ans, ils auront 3 stages qui vont être réalisés. Est-ce qu'il y en a un qui peut être fait, à la rigueur, dans une entreprise ici, au Togo, pendant la première année, l'année préparatoire? Pourquoi ne pas l'annoncer aux entreprises que cette cohorte s'en va à l'étranger pour être formée et les y intégrer tout de suite? Et avoir des mains levées qui disent, moi, s'il y en a qui partent, j'aimerais ça en avoir qui viennent, comment dire, en stage chez nous à la deuxième, troisième année, par exemple. S'assurer, susciter un intérêt aux jeunes en partant. Je vais plus loin. J'ai été en Guinée, à Dalaba. Le jeune à l'année préparatoire me dit clairement... À Conakry, effectivement. Oui. Le jeune me dit, moi, je veux être le premier Guinéen à fabriquer l'auto électrique. J'étais comme, oh, ok, on vient de loin là. Le jeune savait déjà ce qu'il voulait faire. Vous me direz, ben, il est jeune, il est encore en année préparatoire, tout ça. Oui, mais il a déjà un projet. Oui, mais on a déjà attaché une entreprise avec laquelle il pourrait effectivement revenir faire son stage, qui fait qu'après sa formation, il y a des possibilités. C'est comme ça que nous poussons le vice plus loin. Et est-ce que cela procède du fait qu'on ne peut pas rester après ses études au Canada, ou c'est parce qu'il y a une volonté véritablement d'aider au développement du continent africain en formant les cerveaux avec les outils canadiens, québécois? L'idée est là. L'idée est là, c'est-à-dire de les intéresser déjà à revenir. Il faut initier quelque chose. Il faut y intégrer des entreprises. Vous savez, nous, à l'UQTR, on ne peut pas tout faire. C'est l'ensemble des forces, l'ensemble des, je dirais même pas des volontés, l'ensemble des investissements, et non pas seulement monétaires. L'entreprise qui dit, je m'engage à recevoir un étudiant qui s'en va là-bas pour ses 4 ans de formation, après sa deuxième année, je lui offre un stage ici, je vais aller le rencontrer, puis c'est ce qu'on devra faire, nous, accepter une délégation, par exemple, d'entreprises qui viennent nous rencontrer à X moment, pour rencontrer nos jeunes, on leur dit, voilà nos offres d'emploi, vous rappelez-vous, je vous ai eu en stage chez nous, etc. etc. C'est comme ça qu'il faut les intéresser. Parce qu'au-delà de ça, le jeune qui dit, je finis ma formation et je veux y rester, que pouvons-nous y faire? S'il n'a pas signé de contrat, s'il n'y a pas d'intérêt, s'il n'y a rien qui se présente, qui se propose, que pouvons-nous, vous et moi, y faire? Vous comprenez? Oui. Et c'est de là que la direction de l'Université du Québec à Trois-Rivières s'inscrit aussi dans cette démarche de mettre en place suffisamment d'initiatives avec nos partenaires comme Sigma, pour qu'ils reviennent, pour que des ingénieurs reviennent, pour que des gens en biologie, en biotechnologie ou peu importe, reviennent contribuer à ce développement, mais avec quelque chose d'identifié à la base. Vous travaillez au bureau du recrutement étudiant, oui, et je pense que ce bureau a été créé au sein de l'Université du Québec à Trois-Rivières en janvier de cette année, en janvier 2025. Tout à fait. Quelles sont ces missions, très concrètement? En fait, le bureau a été créé justement dans une optique de réorganiser notre recrutement. Parce que le recrutement à l'international se faisait déjà. Et moi, quand j'ai été, exemple, embauché à l'université, j'étais rattaché directement au vice-recteur, à la recherche, pas à la recherche, mais aux études et à la formation. Et au fur et à mesure que le nombre d'étudiants internationaux donc,
augmentait et que les départements avaient des besoins, nous avons structuré un bureau pour répondre aux besoins donc, des départements. L'année dernière, j'étais en France avec un des directeurs de programme en mécanique. On a fait le tour des polytechniques en France pour proposer une co-diplomation avec eux. Donc, c'est ce genre d'initiative que, avec un bureau structuré, nous pouvons clairement mettre en place. Sinon, c'était un recrutement assez large qui permettait à l'ensemble des programmes d'accueillir des étudiants. Mais là, c'est vraiment plus des initiatives plus ciblées. Et mon action a été rattachée à ce bureau-là qui, accompagne les différentes initiatives. Et quelle est la valeur ajoutée, au-delà du fait qu'on sollicite le bureau, mais de passer par le partenariat que vous venez de conclure avec le groupe scientifique Sigma? Quel est l'avantage que cela procure à la fois aux parents et puis aux étudiants qui sont les bénéficiaires finaux? Je suis arrivé, vous m'avez salué en langue de Mina. Nationale, en éveil. En éveil, oui. D'accord. Et voyez-vous, vous êtes d'ici. Oui. Nous ne sommes pas sur le territoire. La culture, la mentalité, ce qui se fait au quotidien nous est inconnu, nous est étranger. Donc, nous ne pouvons pas travailler sans les opérateurs économiques du territoire. Pour nous, c'est un incontournable. Et je le disais au départ, il faut les choisir. Il faut savoir avec qui travailler. Pour les parents, je vous dirais, ils font déjà confiance à Sigma. Nous faisons confiance à Sigma. C'est là, j'oserais dire, l'ami de mon ami est mon ami. L'expression. Oui. Alors, c'est dans ce sens que, pour que les parents fassent déjà confiance à Sigma, y envoient leurs jeunes, voient déjà cette plus-value de dire, attention, je vais faire une économie d'échelle à ce projet-là, au moins il ne partira pas aussi jeune. Ah oui, il y a une autre problématique. Les jeunes qui vont partir, exemple, à 17 ans. Vous savez, quand on va au Canada, à 17 ans, par exemple, ça prend un tuteur de l'autre côté. À 17 ans, ils n'en ont pas. À l'année préparatoire, ça leur permet d'atteindre leur majorité avant de partir. Voyez-vous? Ça, c'est une autre plus-value. Un parent n'aura pas cherché un tuteur de l'autre côté alors qu'il n'en connaît pas. Voyez-vous? Pour nous, ce n'est pas... Il y a la question pécuniaire, qui est une plus-value. Il y a la confiance qui se bâtit tranquillement également avec l'établissement d'origine, l'établissement de destination qui est l'UQTR. Donc, les cours qui vont être donnés, les enseignants qui vont être croisés ici, nous avons même dans cette année des ateliers qui sont destinés aux parents. Où est-ce que votre enfant va évoluer, va étudier? Comment ça se passe là-bas? S'il y a une problématique, qui réagit en premier? Le contexte canadien, québécois, comment ça fonctionne? Vous savez, des parents qui veulent avoir accès aux notes et tout ça de leurs enfants, veulent avoir toutes les informations. Il y a des règlements qui nous empêchent, nous. Mais il faut qu'ils le sachent avant que le jeune parte. Alors, on n'a pas un contrôle qui permet de savoir s'il a été présent, s'il a été absent, si ses notes sont plutôt encourageantes ou pas? Nous avons des façons de faire pour que les parents et les jeunes restent amis. D'accord. Très bien. Mais bref, je vous disais que cette plus-value-là, pour moi, en premier, c'est Sigma. C'est-à-dire, vous leur faites confiance à Sigma, nous leur faisons confiance, nous leur confions nos cours cette année préparatoire parce que nous ne la laisserions pas n'importe où non plus. Vous leur envoyez vos jeunes ensemble, eux et nous, au niveau de l'académie, qu'on va leur donner les bonnes bases. Les préparer suffisamment pour qu'ils aillent à l'étranger. Pendant cette année, prenez votre recul, questionnez-nous, préparez votre portefeuille, créez l'environnement financier qu'il faut. Pendant cette année, on va aussi vous donner les outils parce que nous avons monté un outil justement pour que les parents puissent suivre l'évolution financière de l'enfant pendant 1 an. Donc, il sait 1 an à l'avance dans quel mois est-ce que je vais avoir du trouble, c'est très québécois ça, je vais avoir un problème financier, en fait, et réagir donc avant. On va parler de la question du travail, mais dans ce fichier, on voit également à quel moment l'enfant commence à travailler et peut contribuer également à cet environnement financier. La question du travail chez nous, il ne faut pas la négliger. Ce n'est pas uniquement une question d'argent. Oui. Ça amène l'enfant à vivre comme nos jeunes, on les amène à l'autonomie. Budget, autonome dans la gestion de son budget. Et plus loin, à créer un réseau de contacts, à créer un réseau d'entreprises, à savoir comment demain je vais me vendre pour une entreprise, aller trouver mon stage, faire mes projets d'études, travailler en équipe. Et quand je fais mes travaux personnels, comment je dois rendre mon travail? Vous savez, je dois aller chercher un A. Chez vous, ici, peut-être un... 18 ou 19 sur 20. Voilà. Ouais. Comment je fais tout ça?
je ne fais pas de copier-coller. Mais avant d'en arriver là, généralement, les jeunes, ils passent leur baccalauréat, ils sont en train de le passer actuellement à Lomé. C'est-à-dire, c'est entre le mois de juin et... Donc, une fois qu'ils l'ont terminé et qu'ils savent qu'ils iront au Canada, il faut ouvrir la procédure de visa. Oui. Et c'est souvent là qu'on a un parcours du combattant qui en décourage un grand nombre. Est-ce que votre partenariat prend en compte également ce stress administratif? Parce que c'en est un. Vous demandiez tantôt quelle est la plus-value. Oui. Ce stress administratif, on vient également l'ôter. L'année préparatoire sert aux jeunes pour toute la question académique, sert aux parents pour tout ce que j'ai déjà nommé, mais également vient ôter ce stress-là. Une fois que les jeunes commencent les cours de septembre à décembre, parce qu'ils ont 2 sessions, septembre à décembre et janvier à fin mai, juin, dans ce coin-là, l'admission des étudiants se fait au même moment. Donc l'étudiant reçoit une lettre qui dit « Bienvenue dans le parcours Sigma UQTR, année préparatoire, etc. etc. » Tous les dossiers sont envoyés à l'Université du Québec à Trois-Rivières, donc nous avons un code. Code qui exempte aussi l'étudiant de certains frais à payer à l'admission. On pourrait y revenir quand l'aspect financier sera là. Une fois que c'est fait, je vous dirais que le jeune doit suivre ses cours, mais le dossier d'immigration est composé à partir donc de janvier-février où nous rassemblons l'ensemble des dossiers et les faisons parvenir aux différentes ambassades pour un traitement. C'est clair, et je vais être franc avec vous, une des dispositions mises en place est d'éviter les agences d'immigration et autres parce que nous avons entendu beaucoup trop d'histoires dans ce sujet. Vous avez dû en voir dans la ville de Lomé également. Ah, avec le drapeau canadien qui... Le drapeau, je le vois. je le manque pas. Oui. Mais c'est pour dire, écoutez, les universités en ont reçu trop de ces histoires d'horreur, je veux dire malheureusement, qui font du mal aux parents et ils nous font mal aussi parce qu'après c'est le nom de l'université là, il a été admis à Trois-Rivières ou à Montréal ou peu importe. Donc c'est pour ça qu'on a pris également le taureau par les cornes pour dire nous allons nous déplacer. Je fais 22 heures de vol pour venir rencontrer les gens sur le territoire pour leur dire écoutez, nous sommes de l'université, je suis de l'Université du Québec à Trois-Rivières, je suis responsable du recrutement là pour ce qui te concerne, je vais m'occuper du dossier, mon équipe et moi on va travailler pour que ça aboutisse. Il n'y a pas d'intermédiaire. Donc, je ne me présente jamais comme une agence, je n'en suis pas un, et clairement, nous ne voulons et ne pouvons pas faire affaire avec des agences non plus, parce qu'ils vont effectivement revenir à une façon de faire qui ne nous convient pas. Donc, je suppose que le taux pour les visas, quand on a bien suivi son année de préparation, il est 100%. Vous savez, clairement, je ne peux pas donner un 100% à une demande qui va se faire au niveau du visa, comme vous dites. Pour nous, on parle d'une demande du permis d'études. Oui. Les ambassades sont autonomes, doivent gérer, doivent faire leur vérification. Cependant, ce que nous amenons, c'est qu'il y a un quota que nous allons respecter en choisissant nos étudiants parce que nous les sélectionnons. Nous avons mis en place plusieurs éléments parce que nous rencontrons également les ambassades dans ce cursus-là avant de venir signer un partenariat, etc., etc. Les dossiers que nous envoyons, ils répondent à 2 critères majeurs de l'ambassade. 1, ils ont une réelle intention d'études au Québec, dans votre université. Et 2, ils ont la capacité financière donc requise pour étudier et subvenir à leurs besoins. Ce sont les 2 éléments majeurs pour lesquels les dossiers sont au-delà de 80% refusés. Donc, jusqu'à présent, les expériences que nous avons eues, l'ambassade nous a clairement dit, nous avons travaillé principalement avec Dakar et Rabat et Paris, ils nous l'ont clairement dit, ils répondent effectivement à ces critères-là. Voyez-vous? Donc, pour nous, aujourd'hui, les années préparatoires sont un gage quand même. Oui, ils augmentent le taux de réussite donc, de ces dossiers-là. Ils vont faire leur vérification. Il y a des éléments que nous ne connaissons pas de nos candidats. Et ça, s'il y a des éléments, eux, ils vont le découvrir s'il y a lieu. Mais pour nous, on fait 80% de la job. Mais quand un étudiant arrive au Québec avec le permis d'étudier, oui. Est-ce qu'il a le droit de travailler? Ou alors il doit demander une autorisation, une dérogation pour travailler? Non. Les lois canadiennes permettent effectivement aux étudiants internationaux, quand ils arrivent avec un permis d'études, certes, ils obtiennent un visa qui permet de passer la frontière. Ils ont un permis d'études qui est l'autorisation d'étudier sur X nombre d'années. Ils ont également un permis de travail, mais qui est une autorisation de réaliser l'ensemble des stages au Canada. De facto, l'étudiant international, avec son permis d'études, peut travailler 24 heures par semaine au Québec.
c'est cette disposition qui permet aux étudiants, au-delà de leurs études, d'aller travailler, je veux dire, dans un McDo, dans une épicerie, dans une entreprise ou peu importe, mais d'aller se faire un peu, comment dirais-je, un peu de sous, dans le fond. Un peu d'argent de poche. Un peu d'argent de semaine. poche. Oui. Voilà, j'ai cherché le mot, en fait, je voulais le traduire en français. Bref, un peu d'argent de poche pour subvenir à leurs besoins. Oui. Et pour nous, c'est important que les étudiants le fassent. Il faut comprendre que c'est... Mais ça ne se substitue pas à l'apport des parents à l'engagement financier qui a été pris de financer les études. Il ne se substitue pas, il aide quand même comment dirais-je, à subvenir aux subventions, comment dire, à la subsistance, pardon. Les étudiants vont utiliser ce moyen-là pour aider, si vous voulez, à l'apport financier. Mais pour nous, c'est surtout, ils rentrent dans le moule québécois. C'est-à-dire, comment on fonctionne chez nous. Comment on devient autonome, on gère le tout et autres. J'ai toujours dit aux parents et aux jeunes, les études au Canada, c'est un sacrifice. Ne vous y trompez pas. Parce que 17 à 25 000 $ canadiens, ça représente quelque chose. Ça représente quelque chose. Oui. Et je peux vous dire, d'ailleurs, pour les parents qui nous écoutent, qui nous écouteront, c'est sûr que, exemple, à 17 000 $, c'est 4 versements dans l'année. Hein? Donc, c'est pas un montant que vous versez là, mais ça reste quand même un investissement. Et peu importe le projet, ça reste un investissement pour lequel on aimerait voir un retour. Et c'est ce que on essaye, on met déjà en place avec les autres années préparatoires, les étudiants qui sont chez nous, à dire, investissez, d'accord, les parents, vous, le jeune, faites votre part. Et j'aime à dire, faites votre job. Donnez-vous à 100%. 3, 4 ans, qu'est-ce que c'est 3, 4 ans aujourd'hui? Puis par la suite, vous êtes sur le marché de travail. C'est le temps d'une Coupe du Monde. C'est le temps d'une Coupe du Monde, effectivement. Et par la suite, vous allez chercher la raison pourquoi vous êtes venu. Parce que ce diplôme-là, à la fin, il vous donne une échelle salariale permettant de revoir cet investissement-là que les parents ont mis. Est-ce qu'il y a la possibilité pour les plus brillants en année préparatoire d'obtenir une bourse, par exemple, ou également contribuer à alléger la charge des parents dans le coût de la formation? La réponse à la question est oui. Clairement. Nous avons identifié nos années préparatoires et nous avons également identifié la possibilité, les bourses qui peuvent effectivement aider à ce recrutement. Vous le dites, aux plus méritants. Oui. Donc, tout jeune qui rentre, que ce soit à l'année préparatoire ou même après l'année préparatoire chez nous, je répète, faites votre job. Soyez méritant. Allez chercher les meilleures notes. C'est comme ça qu'on va vous voir. C'est comme ça que vous allez chercher des bourses. Vous savez, on parle de bourse et j'aimerais mettre ça clair. Chez nous, c'est plutôt le mot exemption dont on parle. Ça veut dire que l'étudiant va payer comme un étudiant québécois rendu là. Bon. 17 000 $ ou 3 000 $. Exempté, je paye 3 000. Pas exempté, je paye 17 000. Je vais le verser en 4 versements, d'accord. Mon enfant va travailler, d'accord. Mais si je vais chercher les meilleures notes, je peux effectivement aller chercher cette exemption. Et ça, en ayant un partenaire, Sigma, nous avons attitré X nombre. Donc, à Sigma pour ces jeunes méritants qui vont arriver chez nous. Donc, oui, ça, c'est quelque chose pour nous, pour encourager le partenaire, pour encourager la jeunesse donc, du Togo qui voudrait éventuellement aller étudier à l'étranger. Mais vous l'avez dit, méritez-le. Vous êtes dans un contexte culturel bilingue. Oui. Fédéral, oui. Qui fait qu'aujourd'hui, en arrivant au Québec, certes, on sait qu'on s'exprimera en français, oui. Mais on peut également être en immersion avec l'anglais en parallèle. Est-ce que vous mettez cet avantage comparatif également dans la balance par rapport à une formation aux États-Unis, en France ou directement au Canada ou dans un pays émergent, comme on dit? Est-ce qu'on le met dans la balance? Oui et non. C'est-à-dire, notre formation, elle est complètement faite en français. Mais notre mode de vie, il est effectivement, je vais dire, bilingue. Oui. Donc, dans le quotidien, les gens auront à fonctionner dans des entreprises, dans le quotidien et autres, dans les deux langues. Et oui, c'est un avantage. Au sortir de là, dans une entreprise quelconque ou autre, maîtriser les deux langues, ça devient un atout important. Mais nous ne freinerons pas les jeunes qui ne maîtrisent pas la langue, qui vont rentrer dans une formation francophone, par exemple, à cause de l'anglais. Nos lois ne sont pas de même, voyez-vous. Mais oui, ça reste un élément quand même pertinent pour le jeune de savoir, à la fin de ma formation,
Ben, je suis dans un milieu, oui, francophone, mais je peux effectivement travailler dans les deux langues. Un ingénieur a tout intérêt à maîtriser les deux langues. Quelqu'un qui travaillera en informatique, j'ai pas compris qu'on programme en français encore. Donc, voyez-vous, c'est quelque chose qui va être assez intéressant pour les jeunes qui arrivent. Oui. Non, espérons-le. Je ne sais pas si j'ai balayé toute la problématique de ce partenariat que vous venez fraîchement de signer avec le groupe scientifique Sigma. Y a-t-il quelque chose que vous souhaitez rajouter? Oui, en fait, je vous dirais, vous l'avez posé la question, juste renchérir là-dessus. C'est sûr que la confiance que nous avons en notre partenaire Sigma aujourd'hui, pour nous, ça va rayonner d'autant plus que les parents les parents se rapprochent donc de ce partenariat, inscrivent leurs jeunes, viennent nous voir, posent des questions. Je veux que les parents et les jeunes comprennent toute la transparence dont nous faisons preuve déjà dans toutes les autres années préparatoires que nous avons, que ce soit au Maroc, à Abidjan, à Dakar, bref, c'est déjà mis en place. On ne vient pas de réinventer la roue là. Ce qui était important pour nous, c'est d'avoir un partenaire privilégié. C'est ce qu'on a trouvé. Pour ce qui va être des frais, des coûts de scolarité, vous l'avez évoqué, oui, on va travailler fort pour qu'il y ait des aides. Pour ce qui va être du retour, ça va être que les entreprises se manifestent. Donc, pour nous, c'est un tout qu'on espère avoir. Et comme je le dis, on ne peut pas le faire seul. C'est très important pour nous de voir qu'un partenaire s'engage à mettre en place des cours, à le mettre d'une certaine façon qui va rejoindre la façon canadienne de fonctionner, et que les jeunes, en arrivant là, ils ne soient pas surpris dans nos laboratoires. Pour nous, c'est un tout qu'on veut que les parents réalisent, que le jeune réalise également. Et si on doit y répondre, nous serons là pour y répondre. Si on doit venir les chercher, on passera à les rencontrer le plus souvent. Si vous pouvez me permettre, à la fin de cet entretien, une question encore plus personnelle. OK. Qu'est-ce qui vous a fait choisir l'Université du Québec à Trois-Rivières? Qu'est-ce qui m'a fait choisir l'Université du Québec à Trois-Rivières? Moi, personnellement, oui. Je vous dirais, moi, j'ai grandi au Québec. Nous, on a un système, du Québec, d'éducation qui est complètement différent d'ici. C'est-à-dire qu'après ce que vous appelez le lycée, oui. Nous, on appelle le secondaire 5, on rentre dans un module qu'on appelle le cégep. J'ai été au cégep et j'ai été effectivement à l'université. J'y ai travaillé. J'ai étudié, j'ai fait mes stages, j'ai commencé à travailler à l'Université du Québec à travers au départ. Oui. Par la suite, j'ai eu d'autres opportunités tout aussi intéressantes, brillantes aussi, bref, sans prétention aucune. Et un jour, j'ai reçu un coup de fil du vice-recteur avec qui j'ai eu une bonne heure de discussion, qui me dit, ce que vous faites à Sherbrooke, j'aimerais ça que vous veniez le faire à Trois-Rivières, c'est-à-dire le recrutement de nos étudiants et cette sélection-là et mettre en place l'emphase d'eux. J'ai apprécié, je vous dirais, ce savoir-faire qu'on reconnaît et qu'on me dise, écoutez, venez le faire chez nous. Et qu'on me donne cette liberté de le monter, de le personnaliser et de le taguer UQTR et d'aller trouver ses partenaires comme Sigma qui vont se joindre à. Je pense, voilà pourquoi est-ce que je m'étais retrouvé à la base à l'UQTR. Et j'aime bien l'environnement aussi, je vous dirais, parce que un des derniers éléments que vous m'amènerez, Trois-Rivières est entre Montréal et Québec, 1h30 de Montréal. Le coût de la vie est beaucoup moins cher donc qu'à Montréal. Pourtant, on est à 1h30. Oui. Les frais de scolarité, 25 000 $ à Trois-Rivières, 30 000 à Montréal ou 35 000 et plus. Donc, c'est un environnement qui favorise une intégration, vivre en famille. Bref, tous ces éléments-là m'ont effectivement ramené là. Et si je te donnais un conseil aux parents, vous me dites qu'est-ce qui m'a amené là? Ce sont ces éléments. Dans quel environnement je veux envoyer mon jeune, pour qu'il n'ait pas les distractions de Montréal, pour qu'il trouve un emploi assez facilement, pour qu'il puisse sortir, aller travailler, revenir, se faire un réseau. C'est ça, en fait. Et c'est ce qu'on veut pour nos jeunes quand on les envoie à l'étranger. Parce que vous le savez, nos jeunes, ils partent tôt. Mais ils n'ont pas la maturité de nos jeunes à nous Québécois de l'autre côté. Donc pour nous, ça va être important, effectivement, que l'environnement soit propice à évoluer et à permettre un retour aussi. Pourquoi? Parce qu'une fois fini, une fois l'expérience acquise, je dis, j'ai fait le tour de Trois-Rivières. Lomé, je pourrais y retourner. Un oncle m'a dit une chose une fois. J'ai dit, mais pourquoi tu ne viens pas t'installer à Trois-Rivières? Pourquoi tu ne viens pas au Québec, au Canada? Il m'a dit, ici, je suis quelqu'un. Vous, chez vous, votre système fait que vous êtes tous égaux, vous faites... Je ne l'avais pas compris, cette phrase-là. Et ce que moi, j'en retiens, c'est qu'effectivement, un retour aux sources à Lomé, par exemple, quand on a un emploi et tout ce que vous voulez,
Ben oui, écoutez, on peut créer une condition. Quand on est à l'étranger, c'est clair, vous allez me dire, oui, mais on trouve un emploi. Oui, mais c'est une autre mentalité, c'est une autre vie de l'autre côté. On est à la course. Les jeunes vont découvrir ce qui c'est que des agendas de ministres, là, voyez-vous, et on l'aime ou on l'aime pas. Alors moi, pourquoi j'ai apprécié, pourquoi j'ai aimé ce que cette condition-là d'agenda de ministre. Mon travail m'amène un peu partout à l'étranger. Donc forcément, c'est une condition que j'aime bien. Et aujourd'hui, pouvoir partager cela avec des jeunes, les amener, rencontrer des jeunes comme ceux de Sigma, qui sont, vous les voyez, qui pétillent dans les yeux, qui ont le goût de mordre à pleines dents dans la vie, ben, ça me fait triper, je veux dire. Très bien. Ben, espérons que cela se ressentira et rejaillira sur les jeunes que vous avez rencontrés et ceux que vous allez bientôt accueillir dans vos murs pour la formation continue. Merci encore Daryl Barnabo. Je rappelle que vous êtes conseiller aux futurs étudiants internationaux à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Ce fut un plaisir d'échanger avec vous. C'est moi qui vous remercie pour ce moment. Merci beaucoup et merci à vous d'avoir suivi l'émission jusqu'à son terme. Restez en compagnie des programmes de New World Economy. À la semaine prochaine.